Je voudrais commencer par vous dire que cette première table ronde, cette première séance porte sur le rôle de la science. Avec cette idée de départ, c'est qu'il n'y a pas de progrès dans le bien-être humain qui n'était pas le résultat de nouveaux travaux scientifiques. Et la science, effectivement, a grandement contribué à améliorer le bien-être humain de l'humanité, qu'il s'agisse de la santé, de l'agriculture, des transports, des infrastructures, etc. Et pourtant, il semble que toutes les découvertes scientifiques ne soient pas si aisées que cela à se concrétiser dans la vie quotidienne des humains. La connaissance scientifique n'est pas suffisante. Je vais laisser la parole tout d'abord à Nina Federoff, qui est professeure de biologie à l'Université d'État de Pennsylvanie. Elle est présidente de l'Association américaine pour les progrès scientifiques. Pendant longtemps, vous avez travaillé sur les questions de l'application de la génétique dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture, et vous avez écrit des ouvrages fort intéressants. Alors, pour quelles raisons ce à quoi nous avons assisté jusqu'à présent, notamment la nouvelle biologie, porte surtout sur des cultures commerciales plutôt que des nourritures, des cultures vivrières. Et comment se fait-il qu'il y en ait si peu qui aient été faits pour servir les populations les plus pauvres? Eh bien, je crois qu'il y a deux aspects à ceci. En effet, je suis d'accord pour dire que les évolutions au cours de la fin du XXe siècle, en ce qui concerne les modifications génétiques, s'appliquent principalement à des biens de consommation courante et à des récoltes. Cependant, on ne peut pas dire que ça n'ait pas été bon pour les personnes les plus pauvres, parce qu'en effet, aujourd'hui, il y a environ 14 à 15 millions d'agriculteurs qui ont des récoltes génétiquement modifiées, principalement du soja, du coton, du maïs, et 90% d'entre eux sont des petits agriculteurs qui manquent de ressources. Donc, vous voyez, on ne peut pas dire que ces évolutions ont été des évolutions qui n'ont pas été bonnes pour les plus pauvres. Pourquoi, dans ce cas-là, n'avons-nous que les plus grandes récoltes qui sont couvertes? Eh bien, vous savez, nous avons fait ceci d'abord pour nous-mêmes, au début des évolutions technologiques, ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui les OGM. Et à cette époque, les scientifiques étaient ceux qui sont venus nous voir et qui nous ont dit peut-être faudrait-il ralentir ces évolutions pour que nous ayons le temps de voir si celles-ci sont dangereuses ou pas. Le résultat de ceci est l'adoption de régimes réglementaires très précautionneux dans le monde entier. 25 ans ou 30 ans plus tard, les preuves nous montrent que ces récoltes ne sont pas dangereuses. En fait, l'Union européenne vient de publier un rapport sur 25 ans de recherche dans la biosécurité, soutenu par 300 millions d'euros de fonds, et la conclusion est que ces technologies ne sont pas plus dangereuses que d'autres technologies utilisées autrefois pour modifier les récoltes. Depuis 100 ans, nous utilisons des produits chimiques, de la radiation pour accélérer ces changements génétiques. Ceci étant dit, une fois que ces craintes se concentrent sur une technologie, il est difficile de se débarrasser de ces craintes. C'est pour cela qu'aujourd'hui,
Nous pensons que ces réglementations sont toujours là. Il n'y a pas de mécanisme pour nous aider à nous débarrasser de ces réglementations, même si elles existaient au début. Et le coût pour pouvoir commercialiser une récolte est entre 5 et 15 millions de dollars. Les seuls produits ou récoltes qui ont assez de valeur pour accepter ces coûts sont les récoltes les plus communes, les produits les plus communs. Et justement, l'une des tragédies de ces OGM est que nous avons emmené ce secteur public et les professeurs américains et les organisations nationales dans nos pays, nous les avons amenés à prendre un autre chemin qui n'aide pas les agriculteurs. Nous voulions en fait aider les agriculteurs avec de nouveaux outils, mais ils ne peuvent pas utiliser ces nouvelles modifications génétiques parce qu'elles sont trop onéreuses. Bien, très bien, merci. Nous reviendrons à ces commentaires plus tard, mais je souhaite me retourner vers d'autres collègues, notamment professeur Rabinger. Bien sûr, vous êtes professeur émérite à l'université de Wageningen, mais vous êtes également sénateur aux Pays-Bas. Vous êtes également président du conseil de ce qu'on appelle le CGIR. Et bien sûr, il existe des réserves, si je puis dire, qui ont été émises par l'Europe dans ce domaine, mais la science peut bénéficier aux plus pauvres, comme nous voulons le voir. Est-ce que vous vous sentez gêné avec des obstacles sur votre chemin, ou au contraire, est-ce que vous pensez que vous pouvez donner des conseils scientifiques pour les agriculteurs du monde, des conseils qui permettraient d'améliorer la production de façon durable? Et dans quelques instants, je vais me retourner vers Jeffrey McNeely pour parler justement d'aspects de durabilité pour réduire les prix et pour que la nourriture soit disponible pour tous. Je pense que autrefois, nous avons bien réussi dans ce domaine. La productivité des agriculteurs s'est bien augmentée grâce à la science. Mais plus récemment, nous avons vu que la productivité des agriculteurs a augmenté de 7 fois. Et il y a plus de nourriture disponible aujourd'hui pour tous. C'est grâce à ces nouvelles technologies. Et en plus, ces technologies sont de plus en plus vertes. Ces augmentations de productivité, notamment pour les 3 cultures qui nous intéressent, qui couvrent 70% de la nourriture, c'est-à-dire le maïs, le blé et le riz, nous ont permis d'évoluer au début des années 50 en Europe rapidement et en Amérique, et pour le riz en tout cas dans les années 70 en Asie. Ceci est dû au fait qu'il y avait une combinaison d'interventions à l'époque, que ce soit pour certains types de variétés, avec des méthodes d'engrais, de fertilisation des sols pour une meilleure fertilité et ensuite meilleure gestion de l'eau également et des technologies développées pour se débarrasser de nuisibles. L'un dans l'autre, ceci nous a permis d'augmenter la productivité pour passer de 8 kg par hectare par an pour arriver à 80 ou 150 kg par hectare par an. Ceci s'est passé dans plusieurs régions, pas en Afrique subsaharienne. Lorsque j'étais responsable d'un groupe des Nations Unies pour étudier la situation dans le monde, notre conclusion était qu'il n'y a pas qu'un seul facteur. Comme nous l'avons déjà vu, comme le docteur Zera l'a déjà dit, en Afrique subsaharienne, malheureusement, il n'y a pas eu de révolution verte. Pourquoi? Eh bien, c'est dû en partie au fait qu'il fallait bien sûr arroser les terres et les systèmes de culture étaient variés sur ce continent. Les marchés ne fonctionnaient pas obligatoirement très bien, il n'y avait pas de bon environnement politique, la situation était telle qu'il y avait peu d'investissement dans l'agriculture, il y avait également une fuite des cerveaux, je veux dire des scientifiques, qui quittaient l'Afrique pour aller dans d'autres pays dans le monde, et l'un dans l'autre, ceci nous a amené à cette situation. Nous avons notamment noté que ce dont nous avions
besoin à l'époque, c'était d'un investissement dans les agrotechnologies pour répondre aux besoins des agriculteurs africains. Voilà ce qui est nécessaire, mais cela ne suffit pas. Ce dont nous avons besoin, bien sûr, c'est d'institutions qui pourraient nous aider à accélérer la mise en œuvre du partage de la connaissance et des moyens, des ressources pour ce faire. C'est pour cela que les marchés régionaux et locaux doivent être développés et c'est ce que nous avons essayé de promouvoir. Donc, les technologies, c'est vrai, peuvent faire la différence. Les technologies, bien sûr, qui ne sont pas que des technologies pour les bassins des fleuves, mais pour toutes les autres régions. Il nous faut donc nous battre, il nous faut construire des institutions de recherche et de connaissances. Malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas encore fait partout en Afrique. Et il faut également créer et former une nouvelle génération de scientifiques agricoles qui soient spécialisés dans l'agriculture en Afrique et finalement des marchés et des politiques pour que tout un chacun puisse avoir de la nourriture. C'est ce dont nous avons besoin pour développer ces marchés. C'est ce qui ne se passe pas malheureusement aujourd'hui. Et nous avons créé une alliance pour la révolution verte en Afrique à la tête de laquelle est M. Kofi Annan. C'est un exercice qui a bien marché, qui a été sponsorisé par la Fondation Gates et Rockefeller. En fait, vous voyez, c'est une répétition de ce qui s'est passé dans les années 70 et dans les années 60 où Rockefeller et Ford ont créé l'Institut CGIR. Et nous voyons ici une répétition, une situation similaire où ces fondations privées, en fait, mènent la danse et tirent tous les autres. Et j'espère que ceci marchera bien. Nous avons déjà vu depuis 2-3 ans une augmentation considérable de productivité. Nous avons vu également que ceci se passe avec des agriculteurs sur le terrain. Et il y a 3 semaines de cela, j'étais avec M. Kofi Annan en Tanzanie et j'ai vu qu'il était très positif de voir ce qui se passe déjà au niveau local avec les agriculteurs qui, bien sûr, peuvent augmenter leur productivité de maïs parce que leurs semences sont améliorées et la fertilité du sol est grandement améliorée. Mais le résultat de tout ceci est qu'ils ont pu créer eux-mêmes et développer des marchés locaux, tant et si bien qu'ils avaient des sources de revenus et à partir de là, ils ont eu assez de nourriture pour leurs enfants et ils ont réussi à les envoyer à l'école. Vous voyez, je crois que ceci est très positif pour tous. Nous avons une issue positive. D'accord, très bien. J'ai une autre question à vous poser dans ce cas-là parce que en Europe, beaucoup pensent que ce qui est préoccupant, c'est que l'augmentation de la productivité et de la production, cela veut dire toute une série de problèmes, notamment en Europe. Problèmes de pollution, d'épuisement des sols, et ceci est dû à des technologies nouvelles. Et c'est pour cela que certains ont peur de certains types d'agriculture. Bien, que ce soit pour l'instant Nina vous-même, nous avons parlé de production, nous avons parlé de productivité augmentée, soit. Et maintenant, je me retourne vers Jeff McNeely. Jeff, qu'en est-il de la question de la gestion de l'environnement? L'agriculture est l'interface la plus importante entre les êtres humains et la nature. Je veux dire la quantité de terre nécessaire, d'eau nécessaire, l'impact et l'incidence sur l'habitat, sur la biodiversité, ou qu'il s'agisse de la promotion de monoculture dans de nombreuses régions, par rapport à des systèmes ou des écosystèmes plus complexes. Bien, je voulais dire que la façon dont nous gérons l'agriculture dans ce nouveau siècle est très importante pour faire face à ce déficit, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont faim sur Terre, mais nous aurons bientôt beaucoup plus de personnes sur cette planète. Comment gérer ceci? Quel sera l'impact sur l'environnement durable? Et j'espère d'ailleurs que vous pourrez vous concentrer sur cet aspect des choses, parce que plus tard, je soulèverai un autre point qui a trait au changement climatique et l'impact du changement climatique sur les schémas de nos agricultures, c'est-à-dire la pluviométrie, etc. Bref, l'agriculture et l'environnement. Est-ce qu'il est possible, en fait, de parler d'augmentation de production agricole et que ceci soit cependant compatible avec une gestion durable de l'environnement?
Bien. Merci de m'avoir posé la question. La question est très simple. Enfin, la réponse est facile à trouver plutôt. Franchement, je peux vous dire que c'est le cas. La réponse rapide à cette question, c'est que le seul espoir d'avoir une agriculture durable, c'est de gérer les écosystèmes pour permettre à l'agriculture d'être toujours productive. J'ai l'impression que tout ceci est un peu circulaire. Cependant, si vous regardez toute la recherche dans le domaine de l'agriculture, eh bien cette recherche se concentre sur des récoltes bien particulières. Ceci est tout à fait justifié. Nous avions besoin de faire ceci au début. Mais je crois que maintenant, nous avons une bonne compréhension de l'amélioration de la productivité pour avoir les meilleurs rendements de certaines espèces, de certaines récoltes. Cependant, ce que nous ne faisons pas très bien aujourd'hui, c'est la gestion de cet écosystème qui nous permettra d'avoir ces récoltes. Nous connaissons très peu concernant les micro-organismes du sol. Et cependant, c'est nécessaire pour améliorer la productivité à l'avenir. Si nous voulons éviter d'utiliser plus d'entrants chimiques dans le sol, si nous voulons ne pas empoisonner nos sols, il nous faudra trouver d'autres moyens pour utiliser les nutriments naturels qui existent déjà dans le sol, c'est-à-dire des bactéries qui fixent l'azote, qui nous permettront d'avoir des récoltes sans utiliser trop d'engrais, pour qu'il n'y ait pas d'eutrification des systèmes d'eau. Il faudra utiliser la biotechnologie, pas simplement pour les cultures, mais pour des systèmes entiers, pour que ces récoltes se protègent elles-mêmes contre des prédateurs, pour que le fonctionnement de l'écosystème sur ces récoltes, mais également autour, fonctionne bien. Où sont les sources d'eau? Vous savez, l'eau va être un facteur essentiel à l'avenir. Et dans les pays, je dois dire, les pays qui se porteront mieux seront les pays qui arriveront à gérer leurs écosystèmes ou agrosystèmes pour améliorer la productivité, et ceci en utilisant moins, par exemple, d'eau. Il y a 2 semaines de cela, j'étais en Israël et les Israéliens ont augmenté leur productivité agricole de 26% en 10 ans. Et ce faisant, ils ont réduit leur consommation d'eau de 12%. Cela veut dire qu'ils produisent aujourd'hui plus avec moins d'utilisation d'eau. Et l'eau, comme vous savez, est une ressource rare. Ceci nous permettra de répondre à des problèmes tels que les changements climatiques, dont nous parlerons tout à l'heure. Donc, ma réponse rapide à votre question, Ismaël, est de dire que des écosystèmes en bonne santé, cela veut dire des agriculteurs en bonne santé et des personnes en bonne santé. Très bien. Mais comment ces agriculteurs peuvent coexister avec des écosystèmes? Qu'en est-il de la biodiversité des espèces? Ah, vous me donnez encore 1 heure pour répondre à cette question? Non, je ne savais pas. Alors j'ai écrit quelque chose ici. J'ai écrit plusieurs ouvrages à ce sujet, d'ailleurs plusieurs livres. Ils sont tous disponibles sur Amazon.com si vous êtes intéressé. Bien. Quoi qu'il en soit. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les écosystèmes peuvent très bien s'intégrer dans les écosystèmes du monde. Ils soutiennent les espèces sauvages, les pollinateurs, la pollinisation, et ceci nous permet d'avoir la nourriture dont nous avons tous besoin. Si vous faites la promotion de la biodiversité, bien sûr. Pensez à la perte de la biodiversité plus récemment. Bon, moi je me suis... Promenez-vous autour de Paris, allez dans les restaurants, allez dans les magasins d'alimentation. Et ce que vous allez voir, c'est qu'en fait, il y a de plus en plus de biodiversité, plus d'accès à la biodiversité qu'avant. Mais cependant, beaucoup s'inquiètent de la perte de la biodiversité. En fait, si nous avons assez de chances pour vivre à Paris ou à Bangkok ou à Pékin, vous verrez que nous avons accès à de la nourriture mondiale. Justement, l'un des avantages de la mondialisation, c'est cela. Comment est-ce que cela peut durer? Eh bien, vous savez, le transport est de plus en plus onéreux avec l'augmentation du prix du pétrole. Ça, ce sera bien sûr un défi à l'avenir. Cependant, aujourd'hui, je peux vous dire que vous avez accès à une plus grande variété de nourriture qu'auparavant dans l'histoire des êtres humains. Donc, profitez-en tant que vous pouvez. Oui, nous le ferons. Vous savez,
Moi, j'ai visité plusieurs sites qui sont incroyables, des sites d'intensification comme nous les appelons. Il s'agit d'agriculture sous serre et les systèmes les plus sophistiqués produisent de 5 à 20 fois plus de quantité de nourriture par hectare par rapport à des cultures des champs, avec une eau recirculée complètement, réutilisée, et avec une bien meilleure utilisation de nutriments. Cela peut se faire sous serre, bien sûr, sur des terres existantes, mais cela peut se faire également sur les toits. Par exemple, à Montréal, il y a une nouvelle serre qui nous fournit des légumes au niveau local. Il s'agit d'agriculture locale. Et je peux vous dire que c'est très bien d'avoir ce système en ville, ce système de serre, parce que vous avez besoin de moins de chauffage. Vous pouvez réutiliser les toits de bâtiments qui ne sont pas utilisés aujourd'hui. Donc, vous voyez, il y a des opportunités incroyables à saisir pour l'intensification avec une meilleure utilisation des nutriments et une efficacité de gestion d'eau. Tout à fait, nous avons entendu la même chose de nos collègues néerlandais qui ont des serres incroyables. Je crois que parfois nous avons jusqu'à 10 000 hectares de serres qui produisent autant que, en fait, tout le secteur agricole des Pays-Bas. Oui, c'est un peu plus que ça, c'est 20 000 hectares. Mais bon, quoi qu'il en soit, ce que l'on voit bien aujourd'hui, c'est que ces systèmes très sophistiqués dont nous avons parlé nous montrent que nous ne perdons pas des systèmes de nutriments parce que tout est en boucle. Nous n'utilisons pas non plus de pesticides parce que tout est contrôlé. S'il s'agit de tomates, par exemple, vous pouvez avoir 120 ennemis de la tomate que nous pouvons mieux contrôler dans ces serres. De plus, il y a le coût de l'énergie est zéro. Il y a au contraire une production d'énergie. L'énergie qui nous vient du soleil en été est récoltée, si je puis dire. Cela va dans l'aquifère et tout ceci est pompé ensuite. Et nous avons des serres de 10 000 hectares qui nous permettent d'avoir assez d'énergie pour les foyers environnants. Tout à fait. Ici, il s'agit de quelque chose de très important pour nous, parce que si l'infrastructure est bonne, si les gens sont bien éduqués, si nous avons de bons scientifiques, si nous communiquons de façon excellente, dans ce cas-là, c'est vrai, la science peut nous apporter énormément. Vous voyez, ce n'est pas difficile, on peut le faire sur les toits de Montréal, on peut le faire dans les serres aux Pays-Bas. Bon, très bien tout ceci. Mais les gens ont faim, principalement en Afrique et ailleurs. Et là, ils n'ont même pas de route, ni d'école, ni de services de soins de santé, ni infrastructure. Que faire dans ce cas-là? Est-ce que ces solutions ont vraiment un sens pour ces personnes-là? Vous voyez, il faut se poser la question. Il faut savoir si la science aide seulement les chanceux, c'est-à-dire nous, à Paris, où toute nourriture existe dans tous les restaurants, ou bien faut-il mobiliser les scientifiques à un niveau plus terrain? Où sont les pauvres, que ce soit dans les taudis de Calcutta ou du Caire, ou que ce soit dans les bidonvilles ailleurs, ou dans des environnements plus pauvres du Sahel, ou peut-être dans certaines jungles d'Afrique? Qui souhaite répondre à ceci? Eh bien, ce dont vous parlez est très important. Il faut se rendre compte que la plupart des gens qui souffrent de faim sont dans les zones rurales et non pas dans les villes. En effet, il faut être présent dans ces zones rurales. Il faut pouvoir augmenter la productivité dans ces zones rurales. Et nous souhaiterions justement ne pas surutiliser les pesticides et les intrants. Et c'est ce qui se passe en agriculture d'Europe occidentale. Au contraire, maintenant, nous avons des évolutions écologiques pour une plus grande production, avec des moyens plus écologiques. Et là, vous avez des systèmes très productifs qui peuvent immédiatement s'adapter et s'appliquer dans des zones rurales plus pauvres. Et
vous permettrez aux gens de faire face à une situation difficile. Parce que pour l'instant, les sols s'appauvrissent et tout ceci n'est pas durable. Au contraire, pour nous, ce qui compte, c'est une agriculture beaucoup plus durable et pour cela, il faut les évolutions les plus modernes. Bien sûr, il faut des engrais, mais pas en trop grande quantité pour répondre aux besoins locaux. Donc cette agriculture n'est pas simplement pour les systèmes sophistiqués d'agriculture, mais également pour des systèmes où la productivité est beaucoup plus basse. Et il est tout à fait possible d'envisager ceci. Je suis convaincu que ceci peut être fait. Ça a déjà été fait et nous avons vu dans plusieurs régions en Afrique que ceci a déjà eu lieu. Donc je suis convaincu. Il est possible de faire ceci. Et je suis également convaincu du fait que c'est comme ça que nous nous battrons contre la pauvreté et contre la faim. Très bien. Michel Griffon, vous êtes président du comité scientifique Fonds français pour l'environnement mondial, FFEM. Et selon vous, Michel, M. McNeil vient de répondre à une question. Il a dit que ces petits écosystèmes agricoles peuvent s'intégrer dans un système mondial. Nina nous a dit qu'il était possible d'augmenter la productivité également, pas simplement avec des technologies très évoluées. Selon vous, avec l'expérience que vous avez en Europe et dans le monde, selon vous, qu'est-ce qui est nouveau dans le domaine de l'environnement et de l'agriculture? Eh bien, la question est ardue. Mais quoi qu'il en soit, je me souviens que lorsque vous étiez président du CGIR, vous aviez dû vous-même répondre à une question difficile. Comment plus produire dans les zones rurales, dans des fermes toutes petites où les gens sont très pauvres? Je me souviens qu'à l'époque, Prabhu Pengali, dans un document, nous disait qu'au Pendjab, où la révolution verte a débuté, nous avions des problèmes graves de pollution et des sols beaucoup trop salins. Il fallait donc produire plus, à des coûts plus bas, et de façon à ne pas endommager l'environnement. 18 ans plus tard, la situation a changé, mais malheureusement, elle a empiré. L'équation a changé aujourd'hui. Il faut toujours produire plus, et encore beaucoup plus. Il faut des produits diversifiés, de la nourriture, des fibres, et il nous faut aussi plus d'énergie, bien sûr. Il faut que les coûts soient bas, mais il faut également prendre en compte de nouvelles contraintes. Par exemple, le prix élevé de l'énergie, le prix élevé des intrants, notamment l'azote. Parce qu'avec un prix élevé du pétrole, nous savons que les entrants d'azote viennent du gaz naturel. Et il nous faut beaucoup d'énergie pour les produire. Nous avons appris de nos collègues néerlandais que les phosphates, à long terme, pourraient presque disparaître parce que les réserves vont baisser. Il nous faudra donc probablement nous battre contre cette rareté. Et dans de nombreuses régions du monde, nous interdisons les produits chimiques ou les pesticides et il nous faut trouver d'autres molécules, d'autres alternatives. Il faut, et c'est une obligation, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous avons une obligation d'améliorer la biodiversité, de la promouvoir également. Donc vous voyez, toutes ces contraintes qui sont essentielles. Cependant, il existe aussi de nouvelles opportunités. Par exemple, la capacité de séquestrer le carbone dans le sol et d'en être rémunéré. La capacité d'améliorer ou de mieux protéger l'environnement pour fournir des services écologiques, par exemple la filtration de l'eau, et ainsi de suite. L'amélioration du paysage. Les contraintes, bien sûr, sont principalement la volatilité des prix. Pour toutes ces raisons,
Je crois qu'il y a bien sûr un avenir pour la révolution verte avec des technologies classiques, mais tout comme M. Rabinger, je crois qu'il nous faut ajuster nos utilisations de ces entrants. Et je crois personnellement qu'il est possible d'utiliser des mécanismes écologiques de façon intensive, des fonctionnalités écologiques telles que la photosynthèse. Nous n'utilisons pas encore toute la capacité de la photosynthèse, par exemple. Je crois qu'un jour, nous contrôlerons mieux les processus tels que la minéralisation et nous améliorerons la capacité des structures routières. Le cercle sera plus vertueux. Nous passerons du CO2 à la lumière du soleil, à la photosynthèse, la décomposition de la biomasse, production de biomasse et décomposition de biomasse. Nous réutiliserons les êtres vivants du sol, par exemple les bactéries, afin de pouvoir produire de façon plus ou moins bio des mécanismes bio pour une meilleure fertilité et nous pourrons également utiliser des entrants classiques de fertilité. Nous changerons peut-être la proportion des deux. Donc, tout d'abord, l'écologie intensive et ensuite rajouter les technologies classiques. Mais en plus, simplement, et ça, ce sera un nouveau paradigme technologique. Très bien, tout ceci est très prometteur, c'est très intéressant. Et je reviendrai à la question de l'agriculture bio par rapport à l'agriculture traditionnelle, les nouvelles méthodes. Bien. Mais nous avons l'un des meilleurs scientifiques ici dans cette salle, dans ce domaine, à savoir Ingo Potricus. Mesdames et messieurs, Ingo, pendant 10 ans, a travaillé à l'université de Zurich, à l'Institut fédéral de Zurich, en Suisse, pour travailler sur un sujet qui vraiment est un sujet pour les plus pauvres. La plupart des enfants dans les pays riches n'ont pas à faire face à cette difficulté. Et il s'agit là du manque ou de la carence en vitamine A, qui peut amener à, bien sûr, la cécité, une anémie, une faiblesse générale qui rend ces enfants plus vulnérables et les enfants les plus pauvres notamment un peu partout dans le monde. Ingo a utilisé les meilleures évolutions scientifiques pour produire un produit remarquable que l'on appelle le riz doré, que l'on a ensuite appelé le riz vitamine A avec de la bêta-carotine. Enfin, vous connaissez le nom, il y a plusieurs noms pour ce riz doré, mais l'un dans l'autre. Il s'agit d'un cas très intéressant. Il s'agit de la meilleure technologie du monde qui a été utilisée pour résoudre un problème. Il s'agit d'une solution trouvée à un défi de taille pour les plus pauvres enfants du monde. La question la plus importante, et d'ailleurs elle est liée aux autres sujets déjà abordés, c'est que 10 ans plus tard, l'impact de cette invention incroyable n'est que trop petit. Donc, nous avons besoin d'écouter maintenant attentivement Ingo Potricus pour savoir comment il a fait tout ceci et ensuite quels sont les obstacles que vous avez vus sur votre chemin afin de développer ce riz doré magnifique pour tous les enfants du monde, des enfants qui ne mangeaient que 300 grammes de riz sans aucun légume ajouté. Ingo, qu'avez-vous fait dans ce domaine ? Quand pensez-vous que ce riz doré sera disponible partout dans le monde? Bien, merci Ismaël. Vous savez, nous avons travaillé sur la faim cachée, comme nous l'appelons, c'est-à-dire les carences en micronutriments, c'est-à-dire les vitamines et les minéraux, et les aminoacides essentiels, les acides aminés essentiels, pardon. Nous avons utilisé la puissance de la génétique et des technologies de l'ingénierie
pour améliorer le contenu nutritionnel de certaines plantes. Nous avons tout d'abord décidé de nous concentrer sur les carences en vitamine A, et puis ensuite, le riz a été pour nous le produit, la récolte la plus importante parce qu'elle est consommée par la moitié de l'humanité. Il nous a fallu 9 ans de travaux acharnés avec Peter Bayer, mon partenaire dans mon équipe, pour développer tout ceci. Personne ne croyait à l'époque qu'il serait possible de faire ceci. Cependant, après 9 ans, nous avons réussi. Et le riz vitamine A est une réalité scientifique depuis 1999. Cependant, ceci n'a pas aidé assez ceux qui ont besoin d'être aidés. Il nous faut développer un produit. Et pour développer un produit sur la base d'expérimentation transgénique, c'est, je peux vous le dire, quelque chose de très compliqué, de très onéreux et qui prend un temps certain. Aujourd'hui, nous avons des expériences pratiques dans le cadre de projets humanitaires parce que tout ceci se base sur des financements publics. Et dès sa conception, il s'agissait d'un projet public pour qu'ensuite il aille vers ceux qui en ont besoin sans faire de discrimination. Et bon, nous avons rencontré des obstacles liés à la technologie même. Il y a eu des problèmes également de brevets, des problèmes parce que vous savez, dans le secteur public, il n'y a pas toujours des fonds pour développer de tels produits. Tous les fonds publics sont réservés pour la recherche basique. Nous voulions développer de vrais produits. Donc, vous savez, les ONG sont généralement contre ces technologies. Et ensuite, il y avait des restrictions du côté pratique, dues au fait qu'il y a des conditions pour travailler sur ces plantes transgéniques. Et il fallait, bien sûr, être en conformité avec les autorités de réglementation, d'utiliser des permis pour pouvoir utiliser ces produits transgéniques afin de les appliquer dans le domaine de l'alimentaire. Bien, heureusement, moi, j'étais à la retraite, donc j'avais tout loisir pour me consacrer à la résolution de tels obstacles. Nous sommes près d'avoir atteint notre but et grâce au financement obtenu de la Fondation Gates, nous avons des ressources financières maintenant pour 2 ans. 2 ans pour pouvoir commercialiser ces riz dans les Philippines, au Bangladesh en 2014, en Inde et au Vietnam en 2015, en Chine, en Indonésie en 2016. Donc, nous voyons maintenant la lumière au bout du tunnel. Maintenant, rapidement, je vais vous donner l'information principale qui, moi, m'intéresse, la partie la plus importante selon moi. Aucun des obstacles que j'ai évoqués n'a joué de rôle important, même si 72 brevets ont été nécessaires. Cela n'a pas ralenti le projet d'une demi-journée. Le seul facteur limitatif, c'est les réglementations. La réglementation est responsable du fait que ces technologies salvatrices sont retardées de 10 ans dans leur concrétisation. Et au lieu de coûter entre 5 et 15 millions de dollars, nous avons dû dépenser 2 fois plus, quasiment. Et qu'est-ce qui justifie ces réglementations? La réponse est que tout ce que nous connaissons de l'expérience, de la science, des publications indépendantes, et qu'il n'y a aucune justification à ces réglementations. Donc, s'il y a bien une
une déclaration que j'aimerais faire ici, c'est que nous avons ici un produit qui permettrait d'aider beaucoup de régions en développement. Le potentiel de cette technologie ne sera pas un bien commun si la réglementation est aussi restrictive. Si la réglementation reposait sur la science, eh bien, ce produit pourrait être utilisé dans des dizaines d'expériences dans le monde, y compris des laboratoires de pays en développement, dans le secteur public. Il y a un monopole de facto sur l'usage de ces technologies de 5 grandes entreprises. Et la raison simple à ce monopole de facto, c'est que cette réglementation peut coûter 20 millions d'euros pour un événement transgénique et 10 ans de travail acharné. Et personne dans le secteur public n'a les moyens d'investir 25 millions de dollars dans un nouveau produit, ni même dans le secteur de la recherche est-il possible d'investir 10 ans de la carrière d'un chercheur en ne se concentrant que sur un produit donné. Donc je me répète, mon expérience et mes connaissances sur ce projet humanitaire signifient que nous devons changer la réglementation sur les OGM. Si l'on veut réglementer, il faut réglementer un trait, mais pas une technologie. C'est ainsi que notre riz pourrait être l'objet d'études. Si je ne me trompe pas, vous aviez dit qu'environ 500 000 enfants meurent chaque année. Les chiffres de cette carence en vitamine A est de 2 millions approximativement. Et le chiffre attribué à cette mortalité dans les réglementations dans un seul pays où le riz doré est connu est de 400 000 enfants. La réglementation est donc responsable du décès de 400 000 enfants en Inde ces 10 dernières années. Maintenant, je voudrais tous vous poser une question très pernicieuse. Au bout du compte, les réglementations sont adoptées par des organismes publics et reflètent essentiellement les craintes de l'opinion publique et les avis de l'opinion publique. Pourquoi les scientifiques ont-ils été incapables de convaincre les publics de leur point de vue? Je vais vous donner un petit exemple à titre d'illustration pour nos réflexions. Cela n'a rien à voir avec les OGM, mais c'est lié à l'alimentation. Ce sont les technologies d'irradiation des aliments qui sont appliquées aux États-Unis. Ce sont des technologies très connues, utilisées depuis longtemps, qui potentiellement sont un moyen de stérilisation d'un grand nombre d'aliments et cela permet d'éviter beaucoup d'empoisonnements alimentaires observés aux États-Unis. Il y a environ 76 millions d'intoxications alimentaires aux États-Unis chaque année, dont plusieurs milliers d'hospitalisations et environ 5 000 décès chaque année. Et maintenant que ça fait 12 ans que les OGM sont commercialisés aux États-Unis, il n'y a pas eu de décès qui ont été signalés. Parfois, il y a des décès qui sont liés à telle ou telle chose, tel ou tel produit qui sont importés. Mais le public refuse cela. Le public est effrayé à l'idée que ces aliments aient pu être exposés à des rayonnements. Et les gens ne veulent pas consommer ces aliments. Ce qui soulève la question suivante.
et qui va au-delà du rôle des scientifiques. Et il y a aussi le rôle des scientifiques, des organisations de protection de l'environnement, etc. C'est comment faire évoluer les attitudes et comment faire évoluer l'opinion publique. Si je peux me permettre, j'ai un avis à ce sujet qui, une fois encore, repose sur mon expérience. Nina Federov vous a dit tout à l'heure qu'il y avait une publication sur les résultats sur la recherche de la biosalubrité dans l'Union européenne qui avait été financée à hauteur de plusieurs millions d'euros. Cette information sur laquelle les OGM sont sans danger n'a pas été couverte par les médias. Cette publication ne fait pas l'objet d'un débat public. Cette information n'est pas diffusée. Et là, les médias jouent un rôle important. Mais il y a un rôle encore plus important à jouer, qui est de transmettre des informations scientifiquement fondées au public. Mais il y a toutes ces ONG qui reçoivent des subventions des gouvernements. Le gouvernement hollandais joue un rôle très important à ce sujet. Et donc ces ONG informent le public de façon négative, font passer un message négatif sur les OGM auprès du public. L'un de nos collègues a fait une petite étude sur les informations sur Internet, sur les financements de ces ONG qui luttent contre les OGM, et le montant total de fonds disponibles pour cette activité de militantisme est de 2 milliards de dollars par an, soit des puissances très importantes auprès du public et des médias qui vont empêcher ces données scientifiques d'atteindre le public. Et c'est une activité très florissante, parce que on peut voir sur Internet également qu'un grand nombre d'ONG qui le font reçoivent plus de 80% de leur budget par des fonds publics. Donc, il y a un cercle entre le financement et la lutte contre les OGM. Jeff, vous travaillez pour l'IUCN, qui est une organisation à la fois gouvernementale et non gouvernementale, puisque vous avez différents acteurs, mais on a vu quelque chose de complètement différent se produire au sujet du changement climatique. Parce que, en dépit du travail des ONG, l'attitude générale du public est d'aller à l'inverse de ce que préconisent les écologistes et les organisations de défense de l'environnement, qui ont utilisé des données qui montrent que les changements climatiques est d'origine anthropique et qu'il n'y avait pas de problème majeur dans la gestion du GIEC. Et les ONG, dans ce cas, n'ont pas été en mesure d'avoir sur le public les mêmes effets dans leur message que dans le cas des OGM. Pourquoi? Je pense que la communauté des ONG de défense de l'environnement sont d'accord avec le GIEC. Personne n'est contre le GIEC. Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis est la chose suivante. Ingo nous dit que la communauté des ONG de l'environnement ont été très puissantes dans la lutte contre les OGM et pour saper les productions scientifiques à ce sujet, alors qu'elles ont soutenu le GIEC en disant qu'il fallait agir pour lutter contre le changement climatique et ses effets, et elles n'ont pas eu le même succès que dans leur lutte contre les OGM que Ingo vient de décrire.
La Banque mondiale m'a chargé de mener une évaluation sur un investissement de 100 millions d'euros sur le Global Environment Facility pour voir quelles étaient les possibilités de formation en termes de biosécurité ou biosûreté, c'est-à-dire comment assurer une sécurité sur le commerce des OGM à l'international. Donc, il y a toute une équipe qui a travaillé là-dessus. J'ai pu voyager dans un certain nombre de pays et je me souviens d'un voyage en Croatie où j'ai rencontré d'organisations non gouvernementales croates et je suis allée à leur rencontre pour les écouter et elles étaient toutes opposées aux OGM et ceci après que j'eus visité des organisations scientifiques croates qui travaillaient de façon très pointue, d'un point de vue scientifique, sur les OGM, mais ceci a été complètement rejeté par le public. Et lorsque j'interpellais ces ONG écologistes, j'ai constaté que 90% des jeunes étaient en train, eux, de fumer une cigarette. C'étaient tous des fumeurs. On sait tous que fumer, ça tue. C'est écrit sur tous les paquets de cigarettes. Moi, je leur ai montré un paquet de cigarettes où on voit le message sanitaire qui dit « fumer tue ». Si vous êtes enceinte, ne fumez pas, etc., etc. Tous ces avertissements sanitaires n'ont pas empêché ces comportements. Mais il y a quelque chose lié aux OGM qui touche plus profondément les personnes. Ils sont tous en train de parler de sécurité, etc. Mais lorsque je m'adresse à chacun d'entre eux individuellement, ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est ce qu'Ingo a soulevé. C'est que 5 grandes entreprises contrôlent le marché des OGM. Et en fait, les gens sont très inquiets à l'idée que ces 5 entreprises vont avoir la mainmise sur toute la production agricole mondiale. Et tout ceci à cause de la réglementation. Comme Ingo vient de le dire, des organisations comme Greenpeace ont fait en sorte que la réglementation soit comme elle est aujourd'hui. Donc, un petit nombre d'ONG, dont les Amis de la Terre, Greenpeace et quelques autres, ont été en mesure de parler de nourriture Frankenstein avec des messages émotionnels très forts qui ont atteint le public et qui ont apporter cette réaction qui va à l'encontre de ce qu'a fait la science. Donc, l'IUCN et d'autres organisations ont demandé un moratoire sur l'utilisation des OGM jusqu'à ce que l'on démontre leur innocuité. Et je pense que l'étude de l'Union européenne montre qu'il n'y a pas de danger, mais personne n'en parle parce que ces articles n'ont pas atteint le public, ils n'ont pas fait l'objet de couverture médiatique. Et vous avez un panel qui parle aussi des dimensions culturelles et sociales de cela. Je pense qu'en fait, les gens sont très inquiets lorsqu'il s'agit de leur nourriture, mais ça n'a pas l'air de les gêner qu'il y ait des OGM dans les médicaments qu'ils avalent directement. Et ils ne s'inquiètent pas des questions sanitaires liées à ces médicaments qui sont produits à base d'OGM. On ne devrait pas consacrer l'ensemble de notre débat aux OGM, mais on évoque ici le rôle de la science dans cette table ronde. Et il me semble que l'on a surtout parlé du rôle de la science pour trouver des solutions, mais on a maintenant touché une limite. Ingo a trouvé une solution avec ce riz à la vitamine A. Il y a ensuite ce parcours au travers des obstacles. Il y a la question de l'attitude du public vis-à-vis de la science. Vous avez parlé du tabac. Il y a l'unanimité du public. Les réglementations quasiment partout interdisent de fumer dans les lieux publics, dans le monde entier. Et il y a encore beaucoup de gens qui fument.
Donc, il y a une fonction ici de la science pour mieux atteindre le public, pour qu'il y ait un impact dans ces solutions. Alors, que faire ici? Il est indubitable, à mon avis, que les scientifiques doivent mieux communiquer davantage, mais tous les biologistes que je connais passent à la télévision, moi-même, ont écrit des ouvrages, mes collègues également. Mais en fait, les bonnes nouvelles ne nous intéressent pas, on ne s'intéresse qu'aux mauvaises nouvelles. Il y avait eu un article en première page qui disait que les papillons monarques étaient empoisonnés par le coton transgénique. Et ça, c'est en couverture de tous de tous les journaux. Et ensuite, un ensemble d'articles ont été publiés a montré le contraire et personne n'en a parlé. L'étude concluait que, au mieux, un papillon ou une larve sur 20 000 serait peut-être exposé à un niveau plus élevé de toxines que les autres. Donc, les médias se nourrissent des peurs, des mauvaises nouvelles. Pas de nouvelles égale bonne nouvelle, vous le savez tous. Nous sommes également nos pires ennemis. Lorsque nous sommes convaincus que nous avons peur de quelque chose, on arrive à des conclusions extrêmement hâtives et il est difficile de revenir en arrière. Je vais vous donner un exemple qui est loin derrière nous. Lorsque le maïs hybride a été mis sur le marché, les agriculteurs ont dit on n'est pas d'accord, on veut garder nos semences, etc., etc. Et il y a eu une sécheresse et les seuls qui ont pu survivre sont ceux qui avaient planté le maïs hybride qui ensuite a été adopté quasiment du jour au lendemain. Il y a beaucoup d'anecdotes similaires. Nous sommes tous réticents au changement, c'est la nature humaine. Et ces changements sont adoptés très lentement. Et pour les OGM, en raison de ces réglementations, c'est la même chose, mais c'est ce qui s'est passé aussi. Dans les applications médicales, ça s'est fait en disant que ferions-nous aujourd'hui sans l'insuline recombinante pour le traitement du diabète? Ça change, le changement est en cours. Les pays africains reconnaissent enfin qu'ils ont besoin de ces technologies pour l'amélioration des cultures et les pays, les uns après les autres, évoluent vers cette approbation. La Chine avance dans ce sens aussi. L'Inde est très avancée. Et je pense que leur premier cultivar sera amélioré très prochainement. Il y a des changements, mais pas aussi rapides que ce que nous espérerions. Donc, Ingo, pour commencer, un petit commentaire au sujet de la Chine et de l'Inde. J'étais très optimiste au sujet de l'Inde il y a 2 ans. Il est étonnant de voir la Chine, pardon. Il est étonnant de voir les progrès qui ont été faits et en dépit du fait que beaucoup de bons produits chinois ont été développés, il n'y a pas d'autorisation de culture. En Inde, la situation est extrêmement complexe. Après mes contacts sur place, le délai avant la commercialisation de ces produits est encore inconnu. Et j'aimerais faire un commentaire supplémentaire, si vous me le permettez. Le public changerait d'avis s'il voyait un exemple d'avantage immédiat à l'usage de ces technologies. Mais ces exemples sont interdits par le secteur public en raison des réglementations. Donc,
tout se réduit à un changement nécessaire de réglementation, parce que si on ne peut pas produire pour le bien du public, le public ne sera pas convaincu, et tant qu'il y aura les réglementations, ce ne sera pas possible. Mais j'aimerais contredire ça de la façon suivante. Oui, l'avantage immédiat pour le consommateur, est-ce que les changements sont si évidents? Un certain nombre de personnes, par exemple, ont dit que les téléphones mobiles allaient, à cause des vibrations et des fréquences radio, allaient détruire nos cellules cérébrales. Mais malgré tout, tout le monde les utilise. Mais les OGM ne sont pas perçus comme apportant un avantage immédiat aux consommateurs. Oui, les rayonnements ou l'irradiation des aliments va peut-être sauver 5000 personnes chaque an, mais aux États-Unis chaque année. Mais il y a combien de personnes qui meurent sur les routes tous les week-ends aux États-Unis? Des milliers, 3000 personnes ici et là. C'est pas quelque chose qui est perçu de façon tangible, d'où l'absence d'adhésion du public. L'exemple que vous avez donné du maïs hybride était un cas précis où les avantages ont été perçus par une grande part de la population. Non, pas une grande part de la population, mais par les agriculteurs. Rudy, ensuite, 4 remarques si vous me le permettez. Je pense qu'il est très important, s'il y a un intérêt pour la communauté des agriculteurs, comme ça a été le cas avec les OGM, avec plusieurs millions d'hectares de cultures OGMisées, parce que les agriculteurs y voient un avantage, notamment dans le cas du maïs que vous évoquiez tout à l'heure. Ils n'ont pas utilisé d'herbicides. C'est notamment le cas pour le coton avec les résistances à certaines maladies. Donc, je pense que effectivement, il y a un intérêt, mais il n'est pas direct pour le consommateur. Donc, il faut qu'il y ait un intérêt direct. Donc, s'il y a un intérêt direct pour le consommateur, il y aura une acceptation immédiate. Et pour les OGM, il y a 4 applications, 3 sont adoptées. Il y a les applications médicales. Les antibiotiques sont tous fabriqués à partir d'OGM. C'est très largement accepté. Deuxièmement, si vous avez des produits comme des enzymes qui sont utilisés pour les lessives, c'est accepté partout. Troisièmement, si vous conduisez une BMW, vous savez, il y a certains éléments dans le véhicule qui sont produits à partir d'OGM. Là où ça n'est pas accepté, c'est dans la production de produits alimentaires et dans l'agriculture, parce que le rapport entre les avantages et les désavantages pour le consommateur sont très flous. Néanmoins, les OGM sont très facilement acceptés par le public dans certains domaines. Enfin, dernière remarque que j'aimerais faire, c'est la perception du public, qui est essentielle ici. Je ne me plains pas des ONG, de Greenpeace et de ces organisations. Elles jouent leur rôle dans une démocratie. Cependant, il faut que les arguments en faveur des OGM soient beaucoup plus convaincants. Et c'est là que je ferai une 4e remarque très importante. C'est la confiance dans la science. J'ai l'impression que la confiance dans la science qui existait il y a quelques années est en train de disparaître. Et c'est grave. C'est grave pour toute la communauté scientifique. Ils ne devraient pas se comporter comme des scientifiques purs qui considèrent qu'ils sont dans leur tour d'ivoire et qui connaissent tout et les autres rien.
et en même temps ne devraient pas être dans le débat émotionnel. Ils doivent participer au débat dans la société. C'est le rôle que doivent jouer tous les scientifiques, sinon ils ne parviendront jamais à convaincre les publics. Parce que là, c'est démontré dans d'autres domaines, et dans le domaine des OGM, la perception de la science est extrêmement importante. Et dans cette enceinte même, ici au Collège de France, il est très important de tenir ce type de débat. Merci beaucoup. Ensuite, je vais donner la parole à Michel Griffon et à Jeff. Nous avons parlé de ce que la science peut faire et des obstacles auxquels elle est confrontée pour que ces connaissances scientifiques soient adoptées. Comme vous êtes tous des grands scientifiques praticiens, à votre avis, quelles devraient être les priorités de la recherche si l'on veut mobiliser le meilleur capital intellectuel scientifique pour éradiquer la faim? Quelles sont les priorités? On reprend l'exemple qui a été cité avec la création du CIGR, avec la Fondation Bill et Melinda Gates. C'était une adhésion de confiance extraordinaire. Ces deux fondations, dans les années 60, disaient que la famine était inévitable en Inde. On a parlé dans cet ouvrage publié en 1975 d'un boom démographique, d'une famine irrémédiable, etc. Et on a dit on va investir dans les centres de recherche liés à l'alimentation. C'était quand même un pari dans les années 60 que de se lancer. Donc ça, c'était le premier institut. Ensuite, il y a eu le CIGR qui a été créé, qui a aujourd'hui 16 antennes, 16 centres différents. Maintenant, si vous deviez conseiller une communauté internationale sur la base de vos connaissances sur l'environnement, de l'impact de l'agriculture sur l'environnement, avec les problèmes des inondations au Pakistan qui ont détruit 2/3 des cultures, ou alors comme en Russie et en Australie à cause des incendies et dus aux sécheresses, les pertes ont été gigantesques. Comme on sait qu'il y a un conflit entre l'habitat naturel et l'extension des zones de culture, alors qu'il y a une augmentation des personnes qui souffrent de la faim, à votre avis, quelles doivent être les priorités en recherche? C'est toujours un exercice difficile que de définir les ou la priorité. À mon avis, le plus difficile, c'est éviter les modes, les tendances et les clichés. Parce que le problème qui est face à nous est certainement l'un des plus difficiles à résoudre. Ceci est dû à... D'où le Rubik's Cube. Cette complexité s'apparente à ce Rubik's Cube avec toutes ses facettes, effectivement. Il n'y a pas une réponse unique au problème. Par exemple, vous savez, ce qui est difficile, c'est vis-à-vis des pauvres. Justement, on parlait d'OGM, et en fait, il s'agit spécifiquement de pays développés en Europe. Pour moi, le problème, c'est vraiment celui des pauvres. Bien sûr, les OGM, ça peut être l'une des solutions, une partie de la solution pour les pauvres. Mais parfois, ce qui est difficile, c'est l'accès à la terre, l'accès à l'eau, ensuite la différence entre les sexes, le statut social, l'accès au marché, l'infrastructure assez faible, les échecs de l'infrastructure, l'accès au crédit, l'accès aux assurances, etc.
tant et si bien que le sujet est très complexe. Et nous ne savons jamais comment gérer une politique complète, étant donné toutes les limites et tous les obstacles à l'efficacité. La complexité, c'est quelque chose à aborder. Il existe un deuxième aspect, puisqu'il s'agit de fixer les priorités, et il serait bon d'essayer d'éviter des idéologies trop marquées, parce que c'est parfois l'une de nos erreurs en tant que scientifiques. Nous voulons trouver la solution à un sujet difficile, un problème difficile. Par exemple, l'une des erreurs faites dans le cadre des OGM, c'est d'en parler trop et de présenter ceci comme la solution à l'avenir. Vous savez, il y a beaucoup de technologies et justement, il nous faut faire la promotion de plusieurs technologies. C'est pour cela que je crois que les idées toutes faites, les idées à la mode sont dangereuses. Il faut se battre contre ces idéologies toutes faites. Et dernièrement, la conséquence de ces deux premiers éléments est que je crois qu'il faut se tenir sur ses deux jambes. Je crois que la biotechnologie et la biotechnologie moderne et les OGM à l'avenir sont nécessaires. Mais il nous faut également prendre le point de vue écologique de la productivité. Donc l'écologie et les biotechnologies. Voilà les deux piliers du système, les deux jambes. Très bien, merci. Merci. Eh bien, j'ai tendance à croire que la chose qui est nécessaire est de renforcer les structures intermédiaires, c'est-à-dire accélérer la mise en œuvre de découvertes technologiques dans le domaine de l'agriculture. C'est pour cela que l'Alliance pour la Révolution verte de l'Afrique et autres institutions, avec 4 programmes principaux, notamment concernant la nutrition et la fertilité des sols et les moyens de crédit, eh bien tout ceci nous permettrait de renforcer ces structures pour avoir des liens encore plus forts entre les applications pratiques et les agendas de recherche. Nous pourrions mieux répondre aux besoins, notamment en Afrique. Ces structures intermédiaires marchent très bien. On a un centre de développement de la fertilité du sol américain qui a été transformé en organisation intermédiaire qui, je dois le dire, travaille très bien un peu partout dans le monde, notamment en Afrique occidentale. Deuxièmement, ce qu'il nous faut, je crois, ce sont des agendas de recherche cohérents, grâce auxquels les acteurs travailleront ensemble. Lorsque le CGIR a été créé, il y a 40 ans de cela, vous savez, les acteurs principaux ne se concentraient pas beaucoup dans le domaine de la recherche dans l'agriculture. Maintenant, nous avons plusieurs institutions, notamment en Inde et au Brésil, qui nous aident. Et aux États-Unis aussi, il y a des fusions entre l'INRA et d'autres institutions qui nous permettront de mieux évoluer à l'avenir. Ces institutions doivent travailler ensemble pour fixer l'agenda dont nous aurons besoin à l'avenir pour augmenter par 2 la production agricole. C'est ce dont nous avons absolument besoin. Il est possible de le faire, cependant, de façon sophistiquée, en utilisant les ressources écologiques. Mais attention, il ne faut pas qu'il y ait des interdictions sur les engrais, interdictions sur les pesticides, interdictions sur les OGM. Au contraire, il faut les utiliser, mais de façon appropriée et intelligente. Voilà ce dont nous avons besoin pour avoir un ordre du jour ou un agenda de recherche partagé et conjoint. Nous avons été encouragés à faire ceci, et ceci est très important. Et troisièmement, ce qu'il faut absolument, c'est rassembler nos capacités dans la recherche en agriculture, notamment dans les pays les plus pauvres d'Afrique. C'est ce qu'il faudrait encourager absolument, je crois. Et je crois que là, nous arriverons à atteindre notre objectif, qui est bien sûr l'éradication de la faim.
Bon, les priorités pour la science et le domaine de la technologie. Vous savez, la priorité principale est de savoir comment gérer cette planète. Et cela veut dire inclure tout ce dont nous avons parlé déjà, et encore plus. Bon, je sais, c'est un commentaire général. Je crois qu'il existe des efforts dans ce sens qui visent à mieux gérer les sources d'eau, la terre, l'utilisation de la terre et la biodiversité. C'est vrai, mais ceci va prendre du temps. Je vais être plus précise, plus claire, vous allez voir. Je crois qu'il faut investir de façon massive pour savoir comment faire pousser des produits, des récoltes sur des terres que nous considérons aujourd'hui inutiles, comme des déserts, en utilisant de l'eau que l'on trouve aujourd'hui inutilisable, et ceci dans les champs. Je crois que vous avez déjà entendu parler de certaines serres. Ça, c'est peut-être complètement contrôlé par des ordinateurs et c'est de la haute technologie, mais on pourrait aussi utiliser d'autres moyens qui ne sont pas des hautes technologies pour améliorer la productivité. On pourrait, par exemple, envisager des systèmes avec des éoliennes, avec l'utilisation d'énergie solaire pour obtenir de l'eau dessalinée pour l'agriculture. Et on peut même utiliser des produits très sophistiqués. Vous savez, il y a toute la gamme. Qui va faire ça maintenant? Eh bien, si l'on veut une agriculture plus sophistiquée, il nous faut éduquer les populations. Et pour ce faire, il nous faut une meilleure collaboration entre les universités, pas simplement au niveau universitaire, mais au niveau personne à personne. C'est ça qu'il nous faut, des liens. Lorsque j'étais au State Department, j'ai travaillé dans le cadre d'une nouvelle organisation, une petite organisation, c'est-à-dire un comité consultatif qui est co-présidé par M. Serra-Geldin, dont l'objectif principal est d'établir des liens, de voir ce que les chercheurs universitaires ont besoin, ce dont ils ont besoin, et de les connecter avec d'autres pays moins développés pour étudier des solutions. Les étudiants adorent ça. Quelle que soit l'université aujourd'hui, il existe des programmes dans l'humanitaire, dans les sciences de l'ingénierie, de l'humanitaire. Voilà la ressource principale sous-utilisée. Nous avons des universités incroyables. Il faut que ces universités travaillent ensemble pour développer, selon Tom Friedman, un monde plus plat, c'est-à-dire établir des liens pour couvrir ces pays moins développés, et ceci afin de réduire la pauvreté et afin de développer une agriculture plus évoluée, plus sophistiquée. Merci. Ingo, je vais vous parler tout d'abord de projets concrets. Je suis à la retraite depuis un certain temps et le premier projet était pour des cultures telles que le blé. Je sais quelle est la solution. Il nous faut 20 ans de financement sans arrêt. Il y a un autre projet pour la fixation de l'azote, notamment sur du riz, sur le riz de Rome, le riz dur, et il nous faut, une fois de plus, du financement à long terme stable. Sinon, sans ça, c'est impossible. Troisième projet, pour améliorer l'utilisation de phosphate. Ça, c'est quelque chose lié à la productivité également. Et là encore, il faut un financement à long terme. Bon, maintenant, j'ai un commentaire plus général à faire, qui est qu'il faut que le secteur public puisse gérer ses progrès scientifiques. Il existe un potentiel énorme aujourd'hui dans toutes ces initiatives. Malheureusement, on ne peut pas l'utiliser à cause de la réglementation. Il existe un institut belge, notamment, avec de nombreux projets excellents qui sont prêts à être utilisés, mais malheureusement, ce n'est pas possible à cause d'une forte réglementation. Vous voyez, à chaque fois, il s'agit de la réglementation.
Avec moins de réglementation, tout serait plus simple et plus automatique, parce qu'il s'agit simplement d'investissements en temps et en argent. Très bien, merci. Les orateurs précédents ont bien exposé la situation, je suis d'accord avec eux, mais la science n'est pas que le facteur limitant. Vous savez, il y a plus de nourriture aujourd'hui sur cette terre que jamais, plus de récoltes. Donc ce n'est pas la science qui nous limite. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de science, bien sûr. Au contraire, étant donné qu'il y a plus en plus de personnes sur cette planète, il y a de plus en plus de défis à relever, il nous faut de plus en plus de scientifiques. Je suis pour la science. Mais vous allez voir plus tard qu'il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en compte également. Je crois que ce qui compte d'abord, pour moi, c'est qu'il nous faut des démarches qui comprennent, bien sûr, la science dont on a parlé aujourd'hui, mais qui comprennent également la sociologie, l'anthropologie, l'économie, la politique, les sciences plus sales. Et il nous faut être certain d'apporter de réels avantages aux gens. Parfois, ce dont nous avons parlé, c'est uniquement bon pour les agriculteurs. Mais en fait, le public doit voir que l'on fait quelque chose de bon pour eux aussi. Et que ce que l'on fait n'est pas du tout une menace. Bien au contraire. Et enfin, pour terminer cette idée assez générale, je dois dire qu'il faut répondre aux préoccupations du public, parce que les évolutions sont rapides dans le monde et il faut s'adapter à ces changements. La science va nous fournir les réponses principales pour répondre à ces évolutions rapides dans le monde. Deuxièmement, il faut continuer à mieux comprendre la biologie des plantes, l'aspect du génome, comment fonctionne la photosynthèse, par exemple, comment la photosynthèse peut être améliorée. Ingo, je crois que vous travaillez notamment dans ce domaine-là, n'est-ce pas? Et troisièmement, je crois que la science doit également étudier les démarches plus traditionnelles dans le domaine de l'agriculture, des démarches qui ont très bien marché pendant des centaines d'années. Par exemple, d'anciens systèmes d'irrigation en Indonésie qui marchaient très bien. Ces systèmes, aujourd'hui, sont des systèmes qui n'intéressent plus les nouveaux gouvernements. Alors attention, la science doit étudier aussi des systèmes qui peuvent être très pratiques et mis en place par les personnes elles-mêmes. Ensuite, deux autres commentaires. Il faut que la science, bien sûr, s'intéresse à la faim, mais qu'elle soit liée aussi à la sécurité nationale. Tous les journaux parlent de sécurité nationale, tous les politiques parlent de sécurité nationale. C'est ce qui compte pour eux. Donc, il faut dire que si l'on s'attaque à la faim, on s'attaque au prix des denrées alimentaires. Et ça, c'est essentiel pour la sécurité nationale. Nous savons tout ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui, que ce soit le Maroc, le Maghreb, jusqu'au Pakistan. Eh bien, tout ceci a débuté par quelqu'un en Tunisie qui s'est immolé par le feu parce que les denrées alimentaires étaient trop chères. Bon, ce n'est pas la seule raison, bien sûr, mais il faut établir un lien entre la question de l'alimentation avec l'eau, avec l'énergie. Vous savez, le prix des aliments augmente parce que le prix de l'énergie augmente. Et ça, c'est lié aussi au changement climatique. Nous en parlerons plus tard. Et enfin, il faut être clair et dire qu'il y a beaucoup d'investissements aujourd'hui qui vont vers l'Afrique et qui sont des investissements de gouvernements et d'entreprises internationales dans le domaine de l'agriculture pour avoir de la nourriture et des biocarburants, principalement pour l'exportation. Et je crois que la science doit informer les gens, doit travailler avec les gouvernements d'Afrique dans le domaine de ces investissements. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Il y a beaucoup d'argent qui va vers les décisionnaires. Et les pauvres, ce dont on parle aujourd'hui, ceux qui ont faim, les pauvres, malheureusement, ne reçoivent pas ces investissements
de taille. Il s'agit de millions d'hectares cultivés en Afrique qui sont utilisés maintenant pour des récoltes, pour des biocarburants qui seront exportés vers des pays qui ont assez déjà de nourriture. Donc, c'est un peu le problème dont vous avez parlé tout à l'heure avec les biocarburants, c'est-à-dire les pauvres doivent récolter en fait de la nourriture pour nous, pour nos Ferrari. Moi, je n'ai pas de Ferrari, mais vous, Monsieur Sergaldine, vous en avez sûrement une Ferrari. Bon, il faut faire attention à cela. Il vaut mieux informer les gens lorsqu'il y a ce genre d'accord, lorsqu'il y a des investissements étrangers en Afrique, pour que les pauvres d'Afrique puissent en bénéficier, pour que les peuples et les nations d'Afrique aient plus de bénéfices à en tirer. Merci. Très bien, je vous remercie tous, je remercie nos intervenants. Nous n'avons touché qu'à la surface des choses pour l'instant. Le sujet est beaucoup plus complexe. Nous avons parlé du rôle de la science, nous vous avons posé des questions, à savoir que peut faire la science, qu'est-ce qu'elle a à offrir. Nous avons entendu des interventions très intéressantes et moi j'ai dit qu'il y a des solutions très évoluées pour des personnes qui sont assez riches pour l'instant. Mais qu'en est-il des autres? Je crois que nous en parlerons plus avant. Qu'en est-il de ceux qui n'ont pas assez d'institutions, d'infrastructures, de capacités, etc. Ensuite, nous avons couvert un grand nombre d'autres sujets qui traitaient des liens entre la recherche scientifique et les résultats de la science et le public. L'acceptation du public, les relations vis-à-vis du public, la compréhension du public, la confiance du public. Il s'agit de questions qu'il faut poser. Les scientifiques, c'est certain, doivent être beaucoup plus impliqués qu'aujourd'hui, s'engager plus, et nous espérons que la situation s'améliorera beaucoup à l'avenir. Nous avons admis, notamment, que la réglementation reflète nos démocraties, l'opinion du public, et que l'attitude du public changera lorsque les gens verront des avantages certains immédiatement pour eux-mêmes, quelle que soit leur conception concernant ces risques. Et, troisièmement, nous nous sommes dit comment orienter la science, quelles sont les priorités scientifiques, mais ce dont nous n'avons pas parlé, c'est le sujet que nous allons aborder ensuite. Quelque chose qui me tient à cœur, qui tient au cœur de ceux qui ont travaillé sur des projets concrets, c'est le financement. Le financement pour agir concrètement. Et nous aurons de grands économistes avec nous qui parleront de certains de ces sujets. Nous verrons quels sont leurs points de vue concernant l'éradication de la faim. Bien sûr, il faut penser à l'environnement et à la protection de l'environnement. Je suis content de voir que quelqu'un nous parlera de ceci. Nous écouterons entre autres Monsieur Pingali, Margaret Catley Carlson sera notre modératrice et à la fin de cette table ronde, je pourrai vous présenter quelqu'un qui est vraiment un ami que j'admire énormément. Et souvent je dis qu'il est la conscience du monde. Il s'agit de mon ami Wole Soyinka, prix Nobel de littérature du Nigeria, militant des droits de l'homme. Il se bat contre les opprimés dans le monde entier. Et il m'a vraiment touché, comme presque personne ne m'a jamais touché, puisqu'il parle de l'esprit des êtres humains. Pour terminer donc cette journée et demain, nous parlerons d'exemples, de choses qui ont bien fonctionné, de réussite. Nous aurons comme modérateur Kevin Cleaver. Et puis, nous parlerons des praticiens, ceux qui travaillent sur le terrain, les acteurs du terrain, les OGN,
des ONG, pardon, et bien sûr d'autres tels que le directeur général du Centre international pour la recherche dans l'agriculture. Et puis après cela, nous pourrons avec grand plaisir écouter un autre prix Nobel, Peter Doherty, prix Nobel de médecine, qui avant cela était conseiller au centre des CGIR en Afrique orientale en ce qui concerne le sujet du bétail en Afrique de l'Est. Et puis, après cette série d'exposés, nous nous retrouverons demain soir pour parler des décideurs. Cela veut dire son Excellence Nicéphore Soglo, ancien président du Bénin, président du Bénin autrefois et responsable de la période de transition. Nous écouterons également Dov Zera, directeur général de l'Agence française de développement dans la partie nord du monde, et puis Adel El-Beltaghi, qui travaille dans le domaine de réseaux multilatéraux et à l'université de Ain Shams, et David Beckham, qui travaille dans le cadre d'une ONG, mais qui est là comme militant auprès des décideurs. Vous verrez, 4 dimensions concernant ces décideurs, et ceci nous servira de conclusion. Et enfin, j'espère que nous comprendrons mieux ces problématiques difficiles et que nous aurons réussi à contribuer à des évolutions positives pour le G20. Mesdames et messieurs, je crois que nous pouvons remercier nos orateurs. We are adjourned for 10 minutes and then the next panel. Nous allons avoir une pause de 10 minutes.